Défection au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, RDA. 4 députés quittent le groupe parlementaire. Une crise que traverse le parti après le départ il y a quelques semaines de 3 autres députés. Les détails à retrouver dans cette édition. En visite en République centrafricaine, le ministre français de l'Europe des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a inauguré ce jeudi 12 mars un bâtiment d'aide aux victimes de violences sexuelles. Une cérémonie marquée par des célébrations mais aussi des recommandations de la part des victimes. Nous allons y revenir en détail également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, remous interne au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, RDA. Alors que le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny a vu le nombre de ses députés divisé par 2 lors des dernières législatives, 4 députés annoncent la suspension de leur participation. Il y a quelques semaines, 3 autres députés avaient également annoncé le retrait. En Côte d'Ivoire, depuis le 6 mars, 4 députés ont notifié la suspension de leur participation au groupe parlementaire du PDCI. Ils affirment protester ainsi contre la gestion de ce groupe par Maître Chrysostome Blessi. En cause, le défaut de concertation, le déficit de communication, l'exclusion des anciens députés des postes du bureau de l'Assemblée, écrit Maître Athanas Kwame, un des 4 députés. Pour ce parlementaire, ce geste vise à éclairer un dysfonctionnement qui porte préjudice à notre cohésion au sein du groupe parlementaire. Le silence et l'inaction ne peuvent plus être une option, affirme sur la même lancée Eliane Zinda, députée du Bokanda. Cette responsable évoque de manière plus large de graves dysfonctionnements dans l'organisation et la stratégie du parti suite à l'échec du législatif de décembre. Nous pouvions raisonnablement espérer plus de 60 députés alors que le résultat final s'est limité à environ 30 députés, regrette cette militante. Maître Chrysostome Blessi relativise la situation et affirme n'avoir pris aucune décision concernant le groupe parlementaire. Je n'ai pas encore posé des actes de commandement, assure-t-il dans les colonnes du Nouveau Réveil, journal proche du parti. Ces nouveaux remous surviennent alors que le parti envisage la tenue cette année d'un bureau politique pour toiletter les textes du parti et mener une introspection. En République centrafricaine, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a entamé jeudi 12 mars une visite officielle de 2 jours à Bangui. Il s'agit de la première visite d'un chef de la diplomatie française dans le pays depuis près de 8 ans. Parmi les premières activités de son agenda, Jean-Noël Barrot a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment du mouvement des survivants de Centrafrique, Mozuka, une organisation de la société civile basée à Bangui qui travaille principalement pour la défense des droits des femmes et des survivants de violences. Au rythme des chants, des danses et d'applaudissements, les membres de l'association Mozuka agitent les drapeaux français et centrafricains, célébrant l'inauguration de leur nouveau siège. D'un geste appliqué, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot tire le voile et la plaque apparaît enfin. Imposante et symbolique, elle porte un nom chargé d'histoire et de valeur. Maison Simone Veil. Il y a 2 ans, le Mozuka était lauréat du prix Simone Veil, des associations qui, dans le monde entier, s'illustrent par leur courage, leur engagement au service des femmes. Parce que Simone Veil, elle a aussi consacré une partie de sa vie à défendre les droits des femmes, a expliqué le ministre français. Mozuka réunit 10 associations de victimes et compte 784 membres engagés dans la défense des droits des victimes de violences sexuelles. Nous identifions et enregistrons les violences sexuelles liées au conflit, indique la présidente du mouvement. Nous faisons aussi la formation avec ces survivantes. Il y a aussi l'entrepreneuriat féminin qui est en cours de réalisation pour cette année. C'est également l'occasion pour ces victimes de formuler des recommandations à l'attention des autorités et de la communauté internationale. Tout ce que vous faites sans victime, c'est contre la victime. Impliquons toutes les victimes dans le processus d'accès à la justice, recommande la présidente. Créé en 2018, le combat de ces femmes est désormais de mettre fin à l'impunité et de garantir l'accès à la justice. Au Burkina Faso, l'émissaire américain Nick Checker, responsable du bureau des affaires africaines au département d'État, s'est rendu mardi 12 mars à Ouagadougou pour une visite destinée à relancer les relations entre Washington et le Sahel après plusieurs années de tensions. Ce déplacement s'inscrit dans une tournée régionale. L'émissaire américain s'était déjà rendu le mois dernier au Mali.
Les États-Unis poursuivent leur réengagement diplomatique au Sahel. À Ouagadougou, Nick Shaker a été reçu par le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. Dans un communiqué, ce dernier a salué la nouvelle posture des États-Unis vis-à-vis du Burkina Faso. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, Washington veut coopérer dans la lutte contre le terrorisme avec la levée de la suspension des exportations d'équipements militaires vers le Burkina Faso. À l'issue de l'entretien, l'émissaire américain a lui aussi évoqué la nécessité de tirer des leçons du passé, d'aller de l'avant, de rétablir la confiance et de coopérer sur des sujets qui nous concernent tous. Cette visite est la première d'un haut responsable américain au Burkina Faso depuis 4 ans. L'ancienne administration américaine avait suspendu sa coopération militaire avec plusieurs pays du Sahel, dont le Burkina Faso, après le coup d'État de 2022. Plusieurs signaux indiquent toutefois une évolution de la position américaine. L'année dernière, une délégation parlementaire américaine s'était rendue à Ouagadougou pour plaider en faveur d'une politique économique et sécuritaire pragmatique vis-à-vis du Burkina Faso et plus largement du Sahel. Ce rapprochement américain avec le Sahel survient dans un contexte où les Russes ont accentué leur présence dans la région via des partenariats sécuritaires et le déploiement des troupes sur le continent. Emmanuel Macron reçoit vendredi Volodymyr Zelensky à Paris pour démontrer que la guerre au Moyen-Orient ne détournera pas l'attention de l'Ukraine et que la Russie se trompe si elle pense profiter de ce contexte géopolitique. Suivons les détails. Cette 12e visite du président ukrainien en France depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, au lendemain d'une étape en Roumanie, vise à éviter absolument un effet d'éclipse lié au conflit déclenché par les États-Unis et Israël contre l'Iran qui écrase l'actualité et monopolise l'attention des dirigeants mondiaux, a expliqué l'Élysée à des journalistes. Le message clé, c'est de démontrer qu'aucune crise, qu'aucun développement ne détournera notre attention de l'Ukraine, pour laquelle le soutien de la France, un partenaire fiable, ne faiblira pas, a dit un conseiller du président français. Ceux qui, notamment au Kremlin, pensent que la guerre en Iran ouvre une fenêtre d'opportunité pour eux, se trompent. Et c'est la démonstration qu'on doit collectivement apporter, a-t-il insisté. La présidence russe a estimé jeudi que cette visite parisienne illustrait la volonté ukrainienne d'entraver un règlement pacifique du conflit, alors que les États-Unis ont proposé de nouvelles négociations entre Kiev et Moscou sous médiation américaine pour la semaine prochaine. La seule entrave à la paix aujourd'hui, c'est la Russie, a répondu la présidence française. Volodymyr Zelensky est attendu à la mi-journée au palais présidentiel de l'Élysée pour un tête-à-tête suivi d'une conférence de presse avec son homologue, puis un déjeuner de travail. Il doit aussi participer dans l'après-midi à un échange avec des étudiants à Sciences Po. Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a promis jeudi 12 mars de venger les attaques américaines et israéliennes et de maintenir la pression sur le détroit d'Ormuz, accélérant la flambée des cours du pétrole. L'armée israélienne a annoncé dans la soirée mener une nouvelle série de frappes visant des infrastructures à Téhéran et y avoir bombardé des postes de contrôle du Basij, une milice alliée au pouvoir. Dans son premier message diffusé depuis qu'il a été désigné guide suprême dimanche, Mojtaba Khamenei n'a montré aucune volonté de plier face aux États-Unis et à Israël, insistant au contraire sur son désir de venger les victimes de leur attaque. Un discours, mais pas d'image. Le message du nouveau dirigeant de 56 ans, lui-même blessé dans une frappe, et dont l'état de santé reste un mystère, a été lu jeudi par une présentatrice à la télévision nationale. Les spectateurs n'ont pu voir qu'une image d'archive du dirigeant. Le nouveau guide suprême ne peut pas montrer son visage en public, a rayé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a appelé les Iraniens à se soulever et menacer Mojtaba Khamenei. Au 13e jour de la guerre déclenchée par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, Mojtaba Khamenei a promis de venger les crimes ennemis, notamment les bombardements de l'école Aminab que les autorités iraniennes ont attribués aux États-Unis, qui a fait 150 morts. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de programme sur Tchad Info TV.